Bien sûr, donc en fait, notre société est spécialisée en clearance. Ça veut dire que globalement, on obtient l'intégralité des droits qui sont incorporés à des projets audiovisuels, qui soient visibles, cités, mentionnés. Il peut s'agir de droits d'auteur, de droits à l'image, droits au nom. C'est vraiment tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et aux droits des personnes, droits de la personnalité. Et on s'occupe de rechercher, identifier, contacter les ayants droit, obtenir les droits, les négocier, et ça va jusqu'à la formalisation des contrats, pour vraiment une gestion clé en main de tous les droits dans les films et les projets audiovisuels. Et par rapport aux droits auxquels on ne pense pas forcément, c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement évidentes aujourd'hui sur lesquelles les équipes sont briefées et pour lesquelles elles ont l'habitude d'avoir cet œil qui repère les droits. Mais on sait que le droit d'auteur, il y a aussi des supports qui sont un peu inattendus et qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément autant réceptif à des supports inattendus comme un mur pour les œuvres de street art, comme la peau pour les œuvres de tatouage, qui sont une des nouvelles tendances en termes de droit d'auteur. Et ça peut être sur le mobilier, ça peut être sur les bâtiments, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'autorisations de tournage qui donnent l'impression que tous les droits des architectes et des œuvres à l'intérieur sont inclus, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de droits cachés partout dans les décors et dans les séquences des films, certains plus évidents que d'autres, et puis il y a certaines équipes qui ont traditionnellement une connaissance plus importante que d'autres des éléments à obtenir. Alors nous, c'est vrai que sur le site, pour le coup, même si on a essayé de manière assez pédagogique de bien présenter ce qu'on faisait, c'est plutôt nous qui avons créé des outils quand on travaille avec des équipes sur un tournage pour justement envoyer des recommandations à la déco, au costume, à la régie, à la direction de production. Et ça permet de répertorier en fonction des cas pour le droit d'auteur, pour le droit des marques, pour le droit à l'image des personnes, pour les noms de personnages célèbres évoqués à l'oral, dire un peu ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter, nous appeler, nous demander de nous charger des choses, et puis à quel moment on peut se dire là on est dans la liberté d'expression ou on est dans ce que le code de la propriété intellectuelle reconnaît comme étant possible, et il n'y a pas besoin de demander des droits ou s'embêter avec des questions juridiques. Donc on a créé ces outils. Après, rien ne vaut effectivement en cas de doute un appel, une vérification, mais c'est des outils qu'on met à disposition des équipes avec lesquelles on travaille. Alors moi, c'est surtout dans le domaine que je connais que je peux mieux répondre, parce que c'est vrai que le droit de la presse est un droit qui est extrêmement particulier, et pour tout ce qui va être diffusion de flux d'informations et vraiment et d'informations immédiates et d'informations tout court, ça va être des règles un peu particulières. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour une réutilisation de ces rushs dans un documentaire, dans un unitaire, dans un film, dans une série, on a l'obligation effectivement d'avoir normalement l'autorisation de toutes les personnes représentées et des éléments visibles au décor qui sont protégés. Donc typiquement, la tour Eiffel illuminée, c'est un droit à obtenir. Si jamais c'était filmé de jour avec la tour Eiffel visible uniquement de jour, il n'y avait aucun droit à payer parce qu'elle est entièrement dans le domaine public. Mais aujourd'hui, l'éclairage est une œuvre protégée pour laquelle il faudrait normalement demander une autorisation. Il y a des exceptions au droit d'auteur, et notamment l'exception d'information immédiate, qui fait que si cette image est achetée dans le cadre d'un journal télévisé, par exemple, pour relater d'une manifestation ou d'un événement qui s'est produit, on n'est pas tenu de s'acquitter des droits et de demander les autorisations. Mais en tout cas, dans le cadre d'une réutilisation dans un documentaire, dans un film ou dans une série, on a, même pour un programme de flux ou un unitaire, on a l'obligation normalement de demander les autorisations, et pour les œuvres et bâtiments qui sont visibles et pour les personnes représentées. Donc encore une fois, il y a la règle et il y a l'usage. C'est vrai que dans les documentaires, on a parfois un usage qui tend à rendre les choses un peu plus souples, et on se rend bien compte que ce n'est pas forcément envisageable d'avoir une application stricte du droit, et qu'on va bien évidemment montrer des images de vraies personnes dans la vraie vie. Mais il faut savoir que juridiquement, normalement, chaque personne qui est reconnaissable et qui apparaît dans une image est censée avoir donné son accord. Quand on se retrouve dans le cadre d'une manifestation avec des caméras qui sont montrées de manière évidente, des journalistes qui filment, il peut y avoir ce qu'on appelle un accord tacite. Alors c'est vrai que dans un cas comme ça, il y a beaucoup d'éléments très différents qui vont rentrer en ligne de compte. Bien évidemment, tout ne va pas être traité de la même manière en fonction de s'il s'agit d'un clip de musique, d'une publicité, d'une série, d'un documentaire ou d'un film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à sa casquette Nike, il y a une tolérance qui est beaucoup plus grande vis-à-vis des marques sur les séries et les films, pour lesquels il y a vraiment beaucoup de marques et de logos qu'on va pouvoir montrer,
et des critères que la jurisprudence a instaurés qui vont permettre d'utiliser des marques sans demander des accords. Dans les clips, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur un support qui est à la fois commercial et artistique, donc les règles vont s'appliquer un peu différemment. Mais en tout cas, la question de la casquette Nike par rapport au logo et aux droits des marques va se poser. Pour les affiches qui se trouvent derrière, il va systématiquement falloir se demander qui détient les droits sur l'image en elle-même, donc sur la photographie, l'infographiste qui a pu réaliser la maquette par exemple de ces posters, le droit au nom, s'il y a des noms qui sont indiqués sur les posters, le nom du groupe, le nom d'un film, le nom de comédien, et le droit à l'image des personnes qui sont représentées. Donc là, typiquement, on évoque Yves Montand, par exemple. En France, le droit à l'image des personnalités françaises s'éteint avec leur décès. Donc, sauf atteinte à l'honneur, atteinte à la mémoire ou utilisation commerciale, ce qui est absolument pas possible sans autorisation, on va pouvoir utiliser l'image d'une personne décédée, notamment dans le cadre d'un film ou d'une série. Encore une fois, les clips de musique, c'est un peu particulier parce qu'on est sur une utilisation qui est à la fois commerciale et artistique. Mais il va falloir se poser la question, si c'est un film, avoir l'accord de la boîte de production, parfois du réalisateur, des personnes représentées, peut-être du photographe ou de l'illustrateur qui a fait l'affiche ou la photo. Et ça fait beaucoup de droits cumulés qui se superposent dans parfois de simples éléments. Et puis enfin, sur le mobilier peut être du mobilier qui est non protégé, qui n'est pas original, qui est fait en série, qui vient de la grande distribution ou d'une grande enseigne, comme être du mobilier qui est protégé par le droit d'auteur parce qu'il y a un auteur, un designer, et dans ce cas-là, exactement comme une œuvre d'art traditionnelle, on va être amené à devoir obtenir les droits et l'autorisation.